Merci Martha. Merci beaucoup aussi pour l'invitation Martha, ça me fait plaisir de te revoir et ça me fait plaisir aussi de voir des vrais étudiants, pas, pas avec des écrans au milieu. Et ça fait plaisir de travailler aussi ensemble, de retourner à travailler avec des gens, ça nous manquait. Et je sais que demain, donc à partir de demain, je vais travailler avec certains étudiants. Et j'ai préparé, parce que je pourrais parler aussi de plus précisément du projet qui va être développé pour ici, pour Arles, et demain, et à partir de demain aussi. Mais comme c'était ouvert à toute l'école, donc j'ai décidé de préparer un ensemble de travaux où il y a beaucoup de questions d'image aussi et du regard. Et parce que dans ma pratique, en fait, il y a beaucoup de techniques et des différentes, comme bien l'a dit Martha. Ça dépend, ça peut prendre la forme d'une série de photos, ça peut prendre la forme d'une vidéo, d'une action. C'est vrai que là, j'essaie de ne pas m'appeler performeuse, mais s'il y a besoin de me mettre en action, et comme outil aussi de communication, je le fais. Et donc, ça dépend un peu du projet. Le projet va dicter un peu les outils dans lesquels je me sers. Et je sais que c'est une école d'art aussi, donc c'est important de parler un peu du parcours. Je pense que Martha a mentionné. Après aussi, à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas et profitez avec des artistes qui sont ici si vous voulez aller plus au fond sur des questions. Et je viens de l'Équateur. Et c'est important aussi dans mon parcours artistique, cette séparation ou cette distance prise avec un autre continent, avec une autre langue, et ces déplacements, ces exercices de déplacement et dépassement des frontières aussi, ça nourrit mon travail. Et, mais là, j'ai fait, donc, comme je vous ai dit, une série de travaux qui... qui d'une certaine façon explorent des questions comme je disais, de déplacement, de migration, mais en fouillant aussi dans des lieux ou des espaces. Et je m'intéresse sur la mémoire qu'ils portent ou sur l'histoire qu'ils portent, ou les passages quelquefois des gens qui ont habité dans ces lieux. Et ce qui fait que je travaille aussi d'histoire de cartographie, des frontières, mais toujours en cherchant ou en signalant ce qui influent, ce qu'on ne voit pas, ce que les invisibles de l'histoire, les anonymes de l'histoire, la représentation des anonymes, les fantômes, les silences de ces histoires. Et j'ai décidé de commencer par une étincelle. Et qui présente, du coup aussi les villes invisibles dont Martha avait nommé. Je travaille beaucoup par série. Et vous allez voir dans cet ensemble, ce qui m'intéressait pour vous, en fait, c'était comment vous allez voir aussi que tout un parcours d'un artiste s'est nourri des questionnements, d'un vocabulaire qui se répète et que quelquefois on est un peu fondé sur des mêmes questions, mais qui ont un lieu qui se montre différemment, mais on est nourri par des mêmes questionnements. Et donc ici, les villes invisibles, c'est le nom d'une série de travaux. Donc maintenant, très probablement, je l'ai nommé tentativement au projet qui est en train de se développer à partir de recherches en Italie, Ville invisible Carmen, parce que j'étais inspirée aussi du livre d'Italo Calvino, mais cette idée que les villes invisibles fait dans la série plastique que j'ai fait référence à des villes ou à des lieux qui n'ont pas existé, qui sont purement imaginaires. Et donc ici, il s'agit d'une étincelle qui a commencé à germer aussi dans ma tête à partir d'un événement qui a eu lieu en Vincennes en 2008 et qui était un incendie. Donc peut-être aussi vous avez entendu parler des centres de rétention administratifs. En fait, ce sont les CRA qui s'appellent. Donc il y en a beaucoup en France et dans d'autres pays aussi. Mais
cet événement, c'était l'incendie qui a eu lieu. Ce centre qui se trouve au milieu du bois de Vincennes, mais qui se trouve caché dans les bois. Il est un peu entre les frontières de l'école de police. En fait, il n'a aucune signalétique. Il n'est jamais dit les centres de rétention. Et le 22 juin 2008, il a eu un incendie à partir d'une révolte qui a eu lieu à l'intérieur de ces centres. Donc, je ne sais pas, mais vous voyez, un centre de rétention, c'est où le migrant sans papier ou en situation irrégulière, ils sont des passages avant d'être conduits à la frontière. Donc, sont des espèces de prisons aussi, parce que quelquefois, ils durent plus de temps que celles qui doivent rester là-bas. Et donc, il y a eu un incident d'un migrant qui était mort, Salem et Saoui, parce qu'il n'a pas eu l'attention médicale correcte. Donc, le lendemain de sa mort, il a eu toute une révolte pacifique au début, mais qui a déclenché un incendie à partir des matelas qui étaient brûlés. Et ça, d'une certaine façon, c'était des signaux de fumée, parce que à partir de ces incendies, beaucoup de gens, des militants, d'activistes se sont approchés à cet endroit parce qu'ils voyaient de la fumée. Mais moi-même, je suis allée le lendemain de cet incendie pour manifester et on ne pouvait pas s'approcher parce qu'il y avait un cordon policier qui empêchait que nous, on prenne des images. Et déjà, j'avais trouvé très peu d'images. Donc ça, c'est vraiment une des images que les médias, ils savaient plus faire sortir. Donc il n'avait pas beaucoup d'images, il avait aussi toute cette frontière qui nous empêchait de voir cette trace de l'événement qui a eu lieu la veille. Et ça m'a interpellée. Et donc j'avais fait une installation. Donc, vous voyez, je vous ai déjà dit, et Martha aussi, quelques axes sur lesquels mon travail se développe. Et là aussi, c'était une question de regard, des frontières. Et donc, j'ai fait cette première pièce. Il s'agit d'une installation dans une chambre obscure, complètement noire. On est guidé, le spectateur, il est guidé par une seule lumière, qui c'est la projection des 12 diapositives au sol sur un écran photosensible. Donc, on s'approche et sur l'écran qui est par terre, on voit des coordonnées, qui sont les coordonnées du centre de rétention. Après, on s'approche, c'est une plongée des vues aériennes qui commence par une vue des Vincennes en général. Après, on commence à s'approcher et on voit, en fait, ce que vous voyez, je pense que je ne peux pas utiliser mon souris, mais là, au nom, cette espèce d'ovale qui est là, c'est l'hippodrome. Vous avez entendu de l'hippodrome des Vincennes. C'est un lieu qui est, paradoxalement, il a beaucoup de lumière parce qu'il y a un hippodrome. Beaucoup de gens vont là-bas. Et juste en face, et sans aucune signalétique et sans rien, se trouve ce centre de rétention à l'intérieur de l'école de police. Donc, c'est un peu un lieu caché. Et cette vue aérienne, on continue. Cette série de diapositives qui se projette continue jusqu'à la façade d'un des bâtiments qui était brûlé. Ça, c'est la façade. Et ça finit en lumière. Seulement que cette projection des diapos, donc des lumières, sont projetées avec des noirs entre chaque image. Donc, quand il y a la lumière, l'image qui se projette, l'écran photosensible absorbe cette image précédente et nous laisse voir son fantôme. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est les fantômes de l'image précédente. Et comme ça, chaque image, elle est gardée dans cette espèce de palimpseste, de présence, que c'est seulement la lumière qui est retenue dans notre rétine, en fait. C'est le phosphore de ce matériau qui la retiennent. Et c'est fait en espèce de couche des fantomatiques sur cet lieu dont on ne pouvait pas voir les traces en réel, parce que aussi Google Earth c'était censé de montrer aussi les traces de ce qu'on voit en réalité. Et donc j'ai continué aussi cette recherche parce que cet événement ça m'a marqué.
Et il a eu d'autres incendies aussi dans des centres de rétention dans d'autres endroits qui sont aussi au milieu de villes et on ne les voit pas dans cette situation aussi d'invisibilité m'a attirée. Et j'ai suivi aussi pour voir un goût alerte les traces de cet endroit. Et c'était drôle parce qu'il n'y a pas vraiment les traces, on ne voit pas les bâtiments détruits, on voit seulement l'avant et l'après. Donc, c'est un questionnement sur l'immédiateté aussi de ces images qui sont censées nous donner les réels en même temps. Bon, ça a commencé comme ça. Je voulais commencer par cette pièce parce qu'il y a quelquefois donc des questionnements, des travaux qui sont là et qu'il y a des sauves qui se font aussi dans les temps. Parce qu'il y a les temps qui agissent sur elle, ou parce que les temps aussi, ils donnent plus d'informations sur un certain événement en particulier. Donc après, j'ai eu l'invitation, quelques années après, ça c'était en 2008, en 2014, j'ai eu l'invitation de Martha et de Georges pour participer à l'exposition des soulèvements. Et j'ai continué, entre-temps aussi, de ma part, à m'intéresser sur cette première révolte qui a eu lieu dans ces centres de rétention. J'ai fait toute une recherche. Donc, j'ai gardé, je vous montre un peu de la recherche qu'après j'ai utilisée. Et il y a un livre qui s'appelle Feu centre de rétention, qui c'était des militants, des activistes qui étaient à l'extérieur du centre de rétention, parce que les seules façons de pouvoir se communiquer, c'est avec un téléphone fixe. Et donc, ils ont recueilli des témoignages de janvier jusqu'à juin. Et il a eu l'incendie. Donc, eux, ils montrent, ils décrivent, en fait, dans ces livres, plusieurs aspects de comment c'est la vie à l'intérieur. Alors, donc, je commençais à m'intéresser dans cet endroit qui accueille les centres de rétention. Donc, c'est le bois de Vincennes. Donc, je vous ai déjà dit, il y a l'hippodrome qui est juste en face. Et bon, je sais pas, le bois de Vincennes, si vous êtes allé, il est énorme. Et en fouillant un peu plus aussi sur cet lieu, donc je vous disais que quelquefois ce sont les espaces et les lieux qui portent aussi une histoire qui évoque des fantômes aussi, qui m'attirent. J'essaie d'évoquer plutôt des fantômes. Et cet lieu, il est hanté aussi pour plusieurs couches historiques. Cet lieu, donc le bois de Vincennes, il a accueilli aussi plusieurs foires universelles. C'est aussi caché parce qu'ils sont presque en ruine des vestiges de l'exposition coloniale de 1907. Et si vous allez au bois de Vincennes, à côté de l'école d'agronomie, par exemple, il y en a des vestiges, mais ils sont presque détruits, plusieurs endroits qui étaient construits pour cette foire. Mais notamment, elle a accueilli l'exposition coloniale de 1931, dont peut-être vous avez déjà aussi entendu parler. C'était une exposition très polémique aussi, dont les surréalistes ont fait toute une série de des manifestations contre cette exposition. Et il a eu lieu aussi dans le bois de Vincennes. Donc déjà, il y avait aussi ces deux foires qui étaient là, où on voit des traces. Et de la foire de 1931, il n'y a presque rien qui reste. Bon, il y a le musée des migrations, que vous connaissez peut-être. Ça, c'était fait pour la foire de 1931. Il y a les zoos, c'est un mot que j'ai toujours du mal à prononcer, les zoologiques, qui restent aussi, que c'est depuis 1931. Et la pagode. Mais aussi, et ça aussi, parce que je suis en train de faire parallèlement au projet qui était commencé en Italie, une vidéo et une série de photos, mais une vidéo à partir aussi de tous ces archives. Et comme vous voyez, depuis 2008, j'ai nourri aussi toute une recherche qui va aboutir, dans un moment donné, j'ai fait avec une boîte de production, une pièce qui sera sur toutes ces couches historiques aussi de cet endroit, tous les fantômes de cet endroit. Parce qu'il a aussi la fameuse Université Paris 8, qui maintenant, il n'a aucune trace, qui était là.
et il y a les centres de rétention administrative. Et en faisant ces recherches, et quand j'ai préparé les 2 vidéos pour le jeu des pommes, et quelquefois, les artistes, quand on travaille et quand on est concentré dans une idée ou dans un projet, il y a justement des choses qui surgissent. On commence à voir aussi les choses autrement. Et dans un tas de poubelles, je trouve une boîte mystérieuse qui, je regarde et qui dit Exposition coloniale août 1931. Et c'était vraiment une boîte des livres, mais il y avait des morceaux de verre. Et j'ai trouvé donc cette boîte qui contenait donc des souvenirs des familles de l'exposition coloniale. Et sont des plaques en verre faites en bromure d'argent. Donc c'est des négatifs qui étaient presque en train de se détacher la pellicule. Et donc j'ai photographié, ça c'est un négatif, j'ai les plaques encore qui restent de la poubelle, et les positifs. Donc vous voyez, tout ça, ça n'existait pas du tout. Il existe quelques traces de... Ça, c'était un des bâtiments faits pour l'exposition. Mais les palmiers, par exemple, que vous voyez là, un peu de la végétation, ça n'existe presque pas. C'était aussi amené pour l'exposition. Quelques-unes de cette espèce, ils ne sont pas survécus, d'autres oui. Donc voilà, c'était aussi la découverte des fantômes. Et j'ai fait 2 travaux. Et sur ces noms-là, ils vont dans l'espace qui me reste en regard. Et c'était une Ça nous regarde. Il s'agissait d'une vidéo qui était montrée à l'exposition des soulèvements, où là, vous voyez une jeune, un peu, ça c'est les périmètres où se trouvent les centres de rétention, c'est à l'intérieur de l'école de police. Donc la première vidéo que j'ai faite, c'était un long travelling d'une seule prise en fait, de vue, et en suivant les périmètres, laissant les centres de rétention derrière. Donc c'était prendre la caméra et filmer comme si c'était aussi le point de vue du centre de rétention. Et je me rappelle, je parlais avec Georges, et il me disait, mais voici, il montre aussi l'intérieur du centre de rétention, il a des permissions qu'on peut te faire, profite que c'est aussi les jeux de pommes qui peuvent le faire. Il disait, oui, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas en tant que montrer les centres de rétention en soi-même, sinon plutôt les barrières qui nous empêchent de les voir. Et c'est pour ça que cette caméra s'est dirigée vers le périmètre qui était derrière. Donc, vous pouvez imaginer, c'était les forêts, parce que c'est au milieu, caché dans les bois, donc on voit des plantes. Et après, à un moment donné, on voit aussi les murs qui entourent les lieux. Et ça arrive dans la pratique que la veille des jours qu'on a décidé d'enregistrer, parce qu'on a fait plusieurs repérages, les murs, ils étaient blancs. Et les jours qu'on décide de filmer, en fait, la veille, il a eu déjà un petit incendie aussi, en fait, une suite de l'incendie, une suite d'un autre incendie. Et du coup, les murs, ils étaient marqués. Donc, les jours qu'on a filmé, il avait des graffitis qui, d'une certaine façon, signalaient ce qui était derrière, ou un événement qui venait d'avoir lieu. Donc, dans les murs, par exemple, il y avait ces graffitis qui étaient tout neufs, au cramé, qui en fait, c'est tout un... c'est les centres de rétention administratifs et les activistes qui ont utilisé ça comme crame. Et donc, ça fait tous les tours, la caméra, et il montre, ça c'est justement le centre de rétention, il est derrière. À un moment donné, on voit l'hippodrome juste en face, mais on ne sait pas qu'il est derrière. Et à un moment donné, il y a la ville qu'on retrouve. Ça veut dire aussi que si nous, dans cette tour de vue, on voit la ville, on voit les fenêtres, la ville aussi, il regarde les lieux. Donc, ça veut dire qu'on les voit, ils sont capables de les voir. Et c'est pour ça que j'avais appelé aussi ce travail « Ça nous regarde ». Dans le sens que ces lieux qu'il est caché au milieu de la ville aussi, ça nous regarde en fait. Si on veut les voir, on peut les voir. Donc, dans ce sens-là, elle nous regarde aussi d'un sens politique aussi. Ça nous interpelle. Alors, ça, c'était un des... je vais passer.
l'autre vidéo, il s'agissait d'un écran, et il s'appelait Signaux de fumée. Donc, comme je vous dis aussi, cette sol, la fumée, c'est qui nous signalait qu'il avait cet endroit placé là. Et ça, c'était une vidéo, ça c'est un extrait tout simple en fait, où il y avait seulement des archives sur la recherche que j'avais menée à ce moment-là. Là, vous pouvez trouver, entre d'autres travaux qui étaient faits, des vues aériennes, mais aussi les photos impositives de l'exposition coloniale. Et il s'agit seulement d'un simple geste qui c'est d'éclaircir, de donner à voir, de donner de la lumière seulement par les reflets de la paume de la main. Donc c'est une boîte lumineuse qui se dévoile seulement et tout simplement et par un simple geste. Alors donc vous voyez, aïe, pardon, c'est trop. Ça, c'était entre autres aussi, il y avait toutes ces des morceaux, des témoignages aussi que j'avais sortis de ce livre. Et ça continuait aussi pendant des années. Là, c'est une vidéo, une double projection que j'ai fait en 2018 parce que j'ai continué à explorer cet espace, ces lieux qui pour moi c'était hanté et qu'il est hanté historiquement. Et donc dans la recherche, j'ai trouvé aussi dans la BNF, dans l'université de la parole et du geste, plusieurs enregistrements faits des contes, des chansons qui étaient enregistrés pendant la foire coloniale de 1931. Et là, j'étais touchée, en fait, j'ai cherché des berceuses. Et j'ai fait donc cette... Ah, pardon, merci Sœur. C'est un extrait aussi. Il s'agit de 2 vidéos qui sont non synchronisées, et ça c'est important. Et parce que dans certaines vidéos, voilà, il y a des images, il y a un décalage de plus ou moins 1 minute, ce qui fait que le spectateur, quand il rentre dans l'espace d'exposition, en fait, il peut voir une association différente d'images. Donc, je me balade au bois de Vincennes en train d'évoquer, comme je dis, ces fantômes et avec un gramophone. Et j'essaie de faire écouter aux sabres, en fait, qui très probablement c'était des témoins de cette foire, et, entre autres. Et je les fais écouter, donc j'évoque ces sons dans les espaces différents du bois de Vincennes, les berceuses qui étaient enregistrées, ces voix lointaines qui étaient enregistrées dans cet endroit-là plusieurs années avant. Et dans une des images, vous voyez un parcours, et cette évocation avec cette musique. Pendant que dans l'autre écran, vous voyez les images qui reviennent de l'encre dans un processus un peu renversé, ou aussi, différentes, par exemple, aussi, dans toute cette recherche, j'ai trouvé justement les plantes qui étaient amenées pour la foire, une liste des plantes exotiques en latin, et beaucoup de sabres ou de plantes ou de fleurs qui, plusieurs sont mortes, plusieurs s'étaient amenées au jardin agronomique. Et donc voilà, il y a plusieurs archives un peu altérées qui sont de l'autre côté. Ou aussi dans des archives. Donc à un moment donné, il y a des images qui s'associent, par exemple, des sacs, c'est du jardin zoologique,
et avec d'autres images aussi d'archives, même du zoologique maintenant. Donc il a une association qui s'est fait à un moment donné pour ces décalages et qu'on rentre, et il y a des actions plus ou moins fortes qui se font entre les deux images de ces deux projections. Et donc, vous voyez, par exemple, ça, depuis 2008 jusqu'à 2018, ça fait 10 ans qui se sont passés de cet événement, mais qui a donné aussi tout un corpus pour d'autres types de travaux qui résonnent un peu avec des questionnements politiques ou des événements contemporains. Mais dans cette, comme je vous disais, cette lieux qui sont aussi hantés par des couches historiques, mais aussi des fantômes, des anonymes qui ont été dans cet endroit, ça devient dans mes recherches et dans mon travail depuis quelque temps. Et il y a une série de photographies qui s'appelle Un air d'accueil. Il y a un jeu de mots dans les titres. C'est toujours des pistes, des indices qu'on donne en général les artistes. Vous savez très bien, dans les titres, sont des pistes qui nous amènent à quelques... Donc c'est très important qu'on nomme les œuvres. Et ça, c'est une série photo qui était faite à partir des images extraites des vidéos de surveillance. Et donc, pendant quelques années, donc vous voyez là, c'est une série 2013-2019, et j'ai voulu les faire pendant ces temps-là, parce que même la technique, elle a changé. Donc, la qualité, l'image, elle devient importante pour ça. Donc, j'ai pris des extraits des vidéos de caméras de surveillance qui ont été cachées dans les frontières terrestres et qui sont et qui, en fait, on les trouve malheureusement aussi beaucoup et dans des sites dans les sites des citoyens, surtout des citoyens des États-Unis, pour dénoncer les passages des migrants. Et il y a d'autres sources aussi, la police, aussi dans la frontière de Palestine et Israël, mais la plupart des sources, des banques d'images dans lesquelles j'ai travaillé, c'est dans la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc, je prends des morceaux de vidéos où il y a les passages des migrants, et je les projette dans mon atelier en laissant le diaphragme de mon appareil photo ouvert. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a, comme vous voyez là, cette espèce de paysage un peu bizarre, un peu aussi cinématographique, un peu, qui reste, pendant qu'il y a, si vous voyez bien, il y a une trace d'un passage humain qu'on voit à peine, mais bon, comme beaucoup d'œuvres aussi, si on veut le voir, on peut le voir. Donc là, vous voyez, bon, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tout un... oh, et surtout dans la... on voit mieux dans mon ordinateur. Et oui, on parle un peu comme une présence, justement, fantomatique qu'il est dans un côté. Et en fait, toute cette photographie, ils sont une présence latente qui est là. Ici aussi, si vous voyez au milieu, comme une espèce de mouvement qui se voit là. Pendant que la nature, qui est aussi par rapport à la caméra, la caméra vidéo, il donne aussi une certaine lumière ou un certain aspect. Ou d'autres images qui sont beaucoup plus abstraites, mais que si on veut voir, on voit aussi ce passage. Donc je dis comme ce sera une série de photographies en T. Et une certaine façon, rendre l'invisibilité à ces groupes de gens qui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de passer inaperçus dans les frontières. Et que tout cet excès d'images, ou cet bombardement d'images, c'est pour dénoncer, pour donner une image à ceux qui ne pas veulent provoquer cette image. Après aussi, et j'ai dit que cette série continue parce que aussi les moyens les caméras vidéo, ils sont changés. Maintenant, ils sont HD. Ils se sont pas cachés. La plupart aussi, il y a des caméras qui étaient bougées pour les animaux ou pour les intempéries. Donc maintenant aussi, l'outil d'enregistrer ces passages est devenu beaucoup plus aussi beaucoup plus précis avec les HD. Donc, je continue cette série en faisant le même processus. Donc, c'est une série de plusieurs, d'une trentaine, de quarantaine d'images
et à partir de ces vidéos de surveillance. Donc là, c'est beaucoup plus pressante cette image, c'est beaucoup plus nitide et beaucoup plus net. Alors, je vais vous montrer là aussi un travail que je pense que tu me dis que tu m'avais connu comme ça, Martha, avec ces travails. Et parce que dans son parcours aussi d'un artiste, il a des pièces un peu comme qui ont commencé quelque chose, comme des pièces oui, importantes, et qu'après, avec le temps, on se rend compte que voilà, on a insisté sur ces mêmes questions, il avait quelque chose d'initial. Et il s'appelle Saint-Titre figurant. Et je vous dis ça parce que je vous parlais de la représentation aussi des synonymes dans l'histoire. Donc, vous savez, qu'est-ce que c'est les figurants? Et bon, maintenant, il y a moins et moins avec de nouvelles technologies. Mais dans un moment donné, figurant, c'était toute la présence de beaucoup de gens, mais pour montrer leur absence. Ça veut dire qu'on ne devrait pas les voir. Ils devaient seulement faire du nombre, des chiffres. Et donc, ce terme de figurant aussi, ça a beaucoup suivi dans mon travail. Et pendant des années aussi, donc ce projet, ça a duré 7 ans. Mais dans ces projets, la durée, ça veut dire le passage de 7 ans, aussi, ça a transformé la matière même de ces projets. Et ça a même donné de nouveaux questionnements. Ça a transformé même la vision que j'avais sur l'œuvre et aussi sur l'actualité. Et donc, pendant 7 ans, j'ai passé par la médiathèque, dans des universités, dans des écoles, et j'ai récupéré des journaux. Qu'à ce moment, il avait des journaux imprimés, que plusieurs d'entre nous, peut-être, on connaît plus que quelques étudiants. Et donc, j'ai récupéré des journaux et j'ai fait une collection. Donc, en fait, ce que vous voyez là sont des pages de journaux, et dans des petites tables lumineuses que vous voyez là sont des petites fioles, parce que pendant 7 ans, j'ai collectionné, j'ai attrapé, je ne dis pas que j'efface, même si j'utilise une gomme à effacer, j'attrape la présence des synonymes dans les journaux. Ça veut dire, vous pouvez voir très bien dans beaucoup d'images des médias, il y a, par exemple, Somalie et un procès aux femmes en grève, aux ouvrières en lutte. Donc, toutes ces généralités où ça disparaît la singularité. Il n'a pas un nom et un prénom. Donc, ce que je fais, c'est essayer de récupérer cette individualité et de les récupérer littéralement dans des petites fioles. En fait, c'est de cette petite taille. Et je les récupérais, donc les synonymes de chaque image numérotés. Chaque numéro correspondait à une date, à un nom, à un journal et une page. Et toute cette... Donc, j'ai arrivé, après 7 ans, j'ai décidé, c'est aussi un choix que les artistes doivent faire quelquefois, ou ça finit aussi un travail, j'ai décidé d'arrêter à 1000. Et donc, il s'agit d'un bataillon aussi des 1000 figurants, des 1000 figurants. Et ce qui commençait à arriver, donc en fait, ce qui contient, si vous avez compris, c'est les rognures des gommes de chaque journal, ce que je récupère. Et pour moi, les résidus, c'était les journaux. Moi, c'est comment projeter une image à partir de cette trace, plutôt, de cette rognure des gommes. Mais ce qui commençait à arriver dans les journaux, c'est que paradoxalement aussi, elle devenait beaucoup plus présente. Ça veut dire avec ces gestes des gommages, d'effacement, il devenait beaucoup plus présente. Donc, comme vous voyez ici, il devenait un peu comme s'il avait un halo, plus fantomatique, mais plus présente aussi. Et ces travaux, je les vois aussi d'une certaine façon. Donc maintenant,
En fait, il s'agit, par exemple, aussi d'un archive de beaucoup de journaux qui n'existaient plus. Et comment, parce que beaucoup, ils n'existent pas en papier. Donc, ça est devenu aussi un archive même de quelque chose qui commence à disparaître. Mais la représentation aussi, je me rappelle qu'en 2015, plus ou moins, il y a eu la crise en Europe aussi. Et avant, la plupart des figurants des anonymes, c'était, disons, des gens du tiers-monde. Et du coup, quand il est venu la crise, il avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Grecs. Donc, il a eu aussi cette façon de représenter et des généralités aussi qui a changé. Donc, je vais vous montrer ça pour, comme vous avez vu, ça a duré 7 ans et qui, en même temps, sont d'intérêt récurrent. Et j'étais invitée en résidence au Liban et à partir des archives d'un hôtel qui s'appelait l'hôtel Carlton et que c'était un hôtel assez important où il a eu même des événements politiques et sociaux. C'était un lieu important pour la ville et qui était démoli. Et donc, ces archives, elles s'étaient trouvées aussi dans la poubelle au Liban par le UMAM, que c'est un centre qui recueille des archives. Et j'ai travaillé à partir de ces archives. Mais toujours, le travail que j'ai fait, je me dis, parce qu'il faut transformer aussi ces archives. J'essaye en tout cas de transformer ces matériels. Et je me suis rendue dans les nouvelles résidences Carlton, parce que l'hôtel Carlton, une des idées, c'était que chaque chambre devait donner à la mer. C'était la vue à la mer. Et cette nouvelle résidence Carlton, c'était un peu la promesse aussi de donner la vue à la mer. Mais on ne pouvait pas filmer. Mais on trouve toujours des façons de les faire. Je ne devrais pas dire ça. Et donc, j'ai filmé. Et la construction, parce que ça m'intéressait ça, donc avec une caméra aussi cachée. Et certaines chambres qui étaient en train de se construire. Et les textes, là, je ne vous montre pas un extrait. Vous voyez un peu les textes. Tous les textes qui étaient là, ils viennent des archives où j'ai trouvé des passages de beaucoup de gens dans cet hôtel. Ça veut dire qu'ils sont aussi des lettres de motivation de beaucoup de gens, mais même beaucoup aussi d'étrangers, des migrants qui voulaient avoir travaillé là-bas. Donc, il avait un archive en anglais, en français, en arabe. Et j'ai trouvé touchant aussi, et comme une trace de toute cette entrelaide de motivation, mais aussi toutes les feuilles de personnel avec les descriptions de chaque personne, du réceptionniste, du commis, du serveur, avec une description, et il décrivait des gens, leur attitude, et toutes ces descriptions des gens qui ont passé à un moment donné. Il avait aussi des photos d'identité. Et quelquefois, c'était aussi, comme vous voyez là, étudiant, bon garçon, très centré, mais pas très fort, première journée, quitte de lui-même, cause salaire, excellent élément, et fera un bon commis. Quelquefois, il avait des descriptions, il était sale, ou il ne parle pas trop bien la langue. Donc, des descriptions aussi des gens. Et quelquefois, même des fautes d'orthographe que j'ai trouvées que c'était par rapport à l'histoire du Liban au moment aussi que cet hôtel elle a vécu. Par exemple, thanks again, c'était beaucoup, c'est une faute très qui voulait dire merci, mais qui manquait la H. Et ça, c'était les lieux des archives en fait où j'ai travaillé. Donc, ils m'ont invité. Et m'ont dit, tu veux faire une résidence de recherche. On a ça, on a une chambre avec plein de boîtes qui n'étaient même pas enlever la poussière. Donc, j'ai essayé de faire un travail entre cette archéologie de ces lieux. Et j'ai voulu donc faire ces traces de description de ces anonymes qui ont passé par cet endroit. Et en même temps, les images, pour exemple, qui sont en bas, c'était une projection avec deux écrans. C'était de mes propres archives. J'ai travaillé quand j'étais étudiante et comme étudiante étrangère, j'ai travaillé dans la réceptionniste d'un hôtel. Et c'était un hôtel qui avait fermé. Et je me trouvais en train de garder un hôtel qui aussi gardait des traces de beaucoup de clients qui avaient passé. Donc, j'ai pris la caméra et j'ai pris des images de cet hôtel où même moi, j'avais travaillé, que maintenant, c'était fermé. Donc,
qu'on ait eu cette invitation, j'ai sorti aussi cette archive de mes propres parcours de réceptionniste dans cet hôtel. Alors, je pense que j'étais assez enthousiaste aussi avec beaucoup de travaux, donc je vais passer quelques-uns seulement pour que vous donniez une idée par rapport à l'univers et des intérêts qui lient beaucoup des travaux. Et après aussi, quand vous aurez des questions, on pourrait aller plus particulièrement. Parce que je vais quand même parler un peu, évoquer les projets en lien avec Rome et ici Arles. Ici, c'est pour montrer aussi un peu comment je peux travailler par rapport à l'histoire des lieux. Et ici, c'était, peut-être vous connaissez les Crédac à Ivry. C'est sinon, je vous vraiment motive à y aller. C'est un très bon centre d'art qui se trouve là-bas. Et pour l'exposition qui m'ont invité à faire, moi, j'étais marquée depuis longtemps sur les traces aussi de ce bâtiment qui accueille les centres d'art. C'était une ancienne manufacture d'essuyers fait au début, dans les années 30, sur l'architecture des Daylight Factory. Donc, il y a beaucoup de lumière dans cette construction. Et il avait beaucoup de traces au sol. Si vous voyez là, au sol, il y a une installation vidéo, mais il y a aussi des traces et des espèces de tissu qui est plié. Donc, j'étais marquée. D'habitude, on ne voit pas trop en haut et en bas dans les espaces. Donc moi, j'ai fait une première action que c'était enlever aussi tous les néons, toute la lumière des salles d'exposition. Et j'avais fait une autre pièce avec ça parce que je voulais, comme c'était l'architecture même qui faisait que la lumière, et on voit l'espace différent par la lumière qui rentre d'un côté de l'autre, je voulais aussi que les œuvres et l'espace se voient différemment pendant le temps de l'exposition. Et là aussi, bon, je vous raconte ça, et peut-être on parlera aussi dans les workshops, mais aussi penser comment un spectateur aussi s'approche au lieu, s'approche aux œuvres. Tout cet espace aussi par rapport à la lumière, comment là c'est assez important. Quelquefois, quand on a des installations aussi, on veut aussi créer une certaine réaction par rapport à les gens qui visitent. Donc, les matins, il avait beaucoup de lumière, et plus les soirs, il venait, c'était plus, on voyait d'autres choses qui se dévoilaient. Et les sols aussi, j'ai pris attention au sol parce qu'il avait toutes ces traces. Donc, j'ai décidé que les salles soient presque vides et que seulement appuyer, signaler cette présence aussi, parce que c'était une manufacture, il avait des ouvriers qui sont travaillés, après des artistes aussi qui ont eu des ateliers. Donc j'ai recouvert les sols, les traces en fait de ces lieux de travail qui étaient très probablement où les machines s'étaient placées, avec un vernis très souple, très délicat, et qui était donc en fait on pensait qu'il n'avait rien, mais oui, il avait une présence, comme vous voyez là, que c'était un vernis qui est recouvert cette trace et donc il s'était couvert. Et j'ai laissé aussi quelquefois ces vernis sur des tâches pour que les passages même du temps du maintenant soient imprégnés dans cette couche. C'est presque peau. Comme je disais, des différents pots que j'ai sortis à la fin de l'exposition. Et c'est comme plusieurs pots aux couches d'histoire de cet endroit qui était aussi avec plusieurs histoires de travail surtout. Il a aussi, là, ça c'est il s'appelle Remontage, c'est une vidéo, vous avez vu au début qu'il avait 3 écrans. Et c'était des moments différents un geste très simple, mais qui, toujours quand j'ai visité les Crédac, j'ai remarqué qu'il avait une horloge qui marquait une heure fantôme. En fait, il a toujours marqué la même heure depuis longtemps. Ça veut dire que ça ne marchait pas, et ça ne marchait pas depuis le début du siècle, en fait, qui s'avait arrêté. Et que c'était une horloge de double cadrage qui montrait l'heure aux habitants d'Ivry et de l'autre côté aux ouvriers qui travaillaient là-bas. Et donc, j'ai voulu insuffler les temps à cette horloge qui était arrêtée depuis autant des années. Et les films consistaient seulement à enregistrer les travaux, ces tentatives de donner la vie
un moment à cette horloge qui était arrêtée. Donc, on a appelé un horloger parce qu'il existe très peu d'horlogers. Maintenant, c'est un métier aussi qui est en train de disparaître, surtout ces gens d'horloge, qui a passé une journée. Donc, c'était le travail aussi, les gestes aussi, c'est quelque chose qui est dans mon travail et j'explore. C'était filmer aussi ces tentatives. Donc, il écoutait les tic-tac du montre et il savait où il était bien, où il était mal. Et c'était une journée seulement de silence et d'écoute pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Et j'ai enregistré donc ces journées, ces tentatives. Et à la fin, oui, il a pu insuffler un peu du temps. Et ça a duré une semaine seulement. Mais bon, les films c'était ça. Alors, combien de temps on a encore? Encore 10 minutes? Ah, pardon. Ok, c'est 10 minutes. Donc, je vais voir. 10 minutes, je vais... ok. Récemment, je veux passer rapidement. Après, il y a aussi plus... bon, j'ai beaucoup mis aussi comme archive dans un site internet pour beaucoup d'autres pièces. On pourrait parler plus en détail. Et récemment, je fais une exposition à Toulouse. Et à partir aussi, c'est une invitation de la Cinémathèque de Toulouse pour travailler à partir des archives. Et comme je disais, quelquefois aussi, ces archives, ces images, j'aime bien pouvoir les transformer. Et c'est une exposition qui s'appelait comme une présence. Je vais passer cette vidéo. Et qui évoquait d'autres types de fantômes, parce que dans l'exposition, il y avait un regard en particulier qui était les reflets de cette image très connue, que vous avez reconnue, je pense, que c'était dans les chants andalous, que c'est la coupure de regard, mais qu'en même temps aussi, c'est l'ouverture d'un regard. Donc, seulement c'est la répétition de cette image qui est là dans cet œil-là. Et ça, c'était une chambre où il avait cet regard. Comme je vous ai dit aussi, mon travail par question du regard, mais surtout aussi des choses qui nous échappent aussi, qui est guidé. Donc, il avait cette pièce-là, mais il avait il avait, par exemple, cette œuvre qui s'appelait Lumière, dans laquelle il s'agissait de 3 diapos qui s'est répété. Ok, peut-être vous reconnaissez. C'est, vous savez, 1895, le frère Lumière, quand ils ont filmé la sortie des Lucines, et ils ont fait plusieurs reprises. Donc en fait, c'est 3 remakes de la sortie des Lucines. Donc, comme un air d'accueil que je vous avais montré, j'ai laissé aussi la vidéo, donc qui dure moins d'une minute, passée, avec tous ces passages des anonymes, des ouvriers de cette usine, pendant que l'image, les décors, disons, s'est fixé. Et donc, il y a les 3 versions de la sortie des Frères Lumière qui étaient une diapositive qui s'est répétée. En même temps, il avait, par exemple, un visage dans la foule que ça m'intéressait, le moment de regard caméra. Et il s'agit des trois vidéos, ces 3 écrans. Voilà. Ça, c'est un extrait. Où ce que j'ai fait, c'est que dans tous des archives, des anonymes aussi, des événements qui ont eu lieu dans un lieu à Toulouse, j'ai extrait des regards caméra, des moments où que ces gens qui n'ont pas censé être filmés pour la caméra regardent la caméra. Donc, en fait, c'est chercher un peu comme dans figurant, de chercher la particularité, la singularité de chaque anonyme. Ici, c'était se centrer. Les vidéos sont beaucoup plus grands. Hein. Et donc, c'était chercher ces regards dans la foule. Et donc, donc, je vous dis, vraiment, l'image, elle est beaucoup plus grande. Et en même temps, vous avez vu aussi des images de maintenant
qui étaient aussi des images où il y a des foules, justement, mais dans l'époque réelle, et qui étaient dans une autre façon aussi de montrer des visages et de regard caméra en même temps. Et là, peut-être, ouais, je vais passer vite, mais je pense que c'est important pour vous introduire, mais seulement le projet qu'il est en train de se faire entre l'Italie et l'Équateur, parce que je vous disais, ces liens, ou plutôt ces distances entre deux continents et entre mon pays aussi et la France, ça a travaillé. Et chaque fois aussi, ça travaille des nouvelles relations, beaucoup plus intimes aussi. Et donc, je fais plusieurs travaux qui sont en lien avec l'Équateur, comme celui-là, qui est là. Vous pouvez voir, en fait, il y a un site internet fait pour ce travail parce qu'il s'agit d'un archive d'une centaine d'heures, 104 heures d'archives, parce que c'était une action en fait qui m'a pris 8 ans et qui donc était 191. Et pendant ces 8 années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les constitutions de mon pays, l'Équateur, que je me suis rendu compte qu'il avait pas mal il avait 18 à ce moment-là, c'était en 2005, il avait 18 constitutions, ce qui dit beaucoup de l'instabilité politique d'un pays. Et donc, quand je me suis dit, bon, je vais relire l'histoire de mon pays. Donc, j'ai pris les 18 constitutions, je les réimprimées et j'ai fait vraiment comme un compte à rebours. À partir de ce moment-là, il avait tout un protocole ça aussi, on pourrait parler, c'est quelque chose d'intéressant de parler avec les étudiants. Comment aussi on commence, par exemple, une action, s'il est important de dire les contextes et les moments de les faire. C'était important à ce moment-là parce que j'ai continué à partir de 2005. Je me suis dit, je vais lire les constitutions en commençant par la dernière constitution, que c'était de 1998. Concentrez-vous parce que, comme je ne vais pas vous montrer, là, c'est un peu difficile d'imaginer. Donc, j'ai décidé de lire, de commencer à lire à partir du phonème de la Constitution la plus récente, de 1998, jusqu'à j'aurais fini de lire, donc prononcer les premiers phonèmes de la première Constitution, que c'était de 1806, ou 1830. Donc, j'ai appris à lire à l'envers, de droite à gauche et d'en bas en haut, à parcourir chaque feuille de ce qui constitue un pays. Donc, au début, c'était difficile, compliqué. J'ai enregistré ces lectures dans des espaces publics, comme vous voyez là, avec un microphone. Donc, il y a des centaines de lieux où je me trouvais, je lisais les passages de la Constitution. Et à la fin, donc, à 8 années, vous pouvez imaginer, je lisais très bien à l'envers. Mais tout cet ensemble des vidéos, des enregistrements faits dans l'espace public. Donc, au début, évidemment, c'était avec un microphone avec 10 mètres de fil. Après, à la fin, c'était un micro-cravate. Et c'était parce qu'il y avait un sens, évidemment, de les lire comme ça à l'envers. Donc, imaginez-vous, la Constitution nationale, ça serait la noisan, noi sutitsnok el. Donc, tous ces textes qui étaient appris jour et là, avec les accents, avec mot par mot, quand j'ai fini de les lire après 8 années, j'ai renversé tous ces matériels. Donc, vous pouvez imaginer, mais vous pouvez, si vous comprenez l'espagnol aussi, vous pouvez voir que les mots, ils deviennent... Pardon, je vais quand même montrer un petit extrait. Il devient... C'est un résumé parce que je ne vais pas vous passer les 104 heures, mais il existe pour chaque constitution une vidéo. Et les mots, ils deviennent à l'endroit. Pendant que le temps, la réalité, l'histoire, ils reviennent en contresens des mots. Constitución política de la República de Ecuador de 1830. Artículo 1. Los departamentos del... Je vais aller un peu vite. Donc là aussi, par exemple. Ah, pardon. 230. À un moment donné,
j'avais tellement appris aussi bien à lire à l'envers que j'ai commencé aussi à marcher à l'envers. Constitución de 1835 Bon, de ningún ríen ça c'est un équateur. segundo Vous voyez là, c'est un peu plus difficile. de Consan Ok. artículo 13 es ciudadano todo Croyez-moi que ça c'est comprendre, non Martha? la Tu comprends. república Alors quelquefois c'était dans por mon atelier la aussi en ley France. podrán dictar Bon, la propiedad laissons y le la Oh, et quelquefois, donc je disais, je ne fais pas de performance, mais j'étais invitée à faire des lectures et j'ai décidé de faire un passage à un moment donné. Évidemment, il faut imaginer que les gens entendent à l'envers, donc ils ne comprennent rien du tout de ce qui se passe et que c'est vraiment le travail renversé qui donne sens à tout ça. Et à la fin, donc, artículo ça c'était au el début. Estado propiciará la incorporación de Bon, vous voyez, jusqu'au début qui était à l'école des Beaux-Arts en fait. Pardon. Et donc, vous voyez que ça prenait sens et c'était aussi façon de... Est-ce qu'on avance, donc, qu'on ils sont tous mis de 1830 jusqu'à 1998. Au début, c'est très compréhensible. Et à la fin, évidemment, je rajeunis aussi. Et les mots, ils deviennent beaucoup plus compréhensibles, plus incompréhensibles pendant qu'on avance dans le temps. Donc, avec cette idée de faire table rase et de recommencer, encore une fois, à réécrire l'histoire d'un pays, est-ce que vraiment on avance? Donc, il a tout aussi un questionnement par rapport à ça. Il a d'autres travaux qui s'appellent cartographie, que j'ai fait aussi sur cet lien. C'est un dialogue avec un livre que je vous conseille aussi de le lire, un écrivain surtout, artiste, que c'est Henri Michaud. Et il a eu son premier journal de voyage, s'appelle Équateur. Et c'est un voyage qu'il a fait en 1929. Donc, depuis quelques années, j'ai fait une série de travaux qui s'appelle Cartographie, où j'ai réagi. Quelquefois, je me retrouve avec la description d'un autre artiste aussi qui a visité mon pays. Quelquefois, je ne me retrouve pas. Donc, ce dialogue aussi, c'est long. Des mots, un poème, une phrase, il a un lieu, soit une vidéo, soit des séries, des photos, soit de... Ah bah, je ne veux pas vous... Sinon, je ne veux pas avoir le temps. Et des séries, des photos. Donc, en fait, je me nourris aussi de ces dialogues qui donnent jusqu'à maintenant toute une série de cartographies. Comment parcourir un pays à partir du regard et de l'écrit aussi d'un autre artiste qui a parcouru les mêmes territoires des années avant. Et là, pendant que j'aborde les derniers projets, et donc dans ce voyage, disons, en lien avec l'Équateur, il y a un chapitre, c'est celui-là, qui, je sens que tellement j'ai avalé aussi tout un récit d'un autre artiste, que je fais aussi un voyage interne et que d'une certaine façon, ça régurgite d'une façon différente. Et c'est tout un voyage donc interne aussi, personnel, et avec mon pays. Et donc, Ville Invisible Carmen. Et ça, je vais seulement vous dire de quoi un peu il s'agit, parce que c'est un projet que j'ai commencé une recherche toute l'année dernière à Rome et que je continue cette année et qui donnera lieu même à un film d'artiste
dans son autre année. Il y a un premier chapitre qui sera montré ici à Arles, à l'école des Beaux-Arts, à l'école, pardon, à l'école, et que je dois développer aussi pendant la résidence, et qui s'appelle donc Les Villes Invisibles, encore une fois, une évocation à cette ville si imaginaire comme Calvino, qui évoque les souvenirs d'une femme qui n'a pas existé. Alors Carmen, c'est une femme c'est le nom d'une femme qui a existé, mais elle a changé de nom, elle s'appelait Carmen. Et le projet en soi consistait à Rome de suivre les pas des fantômes d'une femme qui n'était jamais rendue à Rome. Cette femme, en fait, elle s'appelait Myriam, est devenue Carmen. Il s'agit de ma tante qui est partie, qui au début des années 80 en Équateur, elle a décidé de prendre part à un groupe armé révolutionnaire. Donc, elle est devenue clandestine et elle a changé son nom à Carmen. Mais à la famille, en fait, elle a disparu, ma tante. Mais dans sa clandestinité aussi, elle a dit à la famille, à ses proches, qu'elle partait en Europe à continuer ses études. Et donc, c'est ça un peu ce qui motive ces voyages en suivant les pas de cette femme qui n'était jamais là-bas. Donc, qu'est-ce qui aurait pu passer si au lieu d'être disparue en fait en Équateur, elle aurait vraiment fait. Et donc, je suis l'hypothèse absurde qu'elle a même créée. Et dans cette histoire donc, de Carmen, il y a beaucoup de doubles. Elle a laissé des traces aussi des lettres qui sont un peu aussi des guides de ces voyages fictifs, mais aussi un tableau. Comme je vous disais, que ce projet a commencé, en fait, elle était dans mon tiroir depuis des années, parce que j'ai vu, il y a 6 ans, j'étais à la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, et j'ai vu des esquisses del tableau del Quarto Stato, et de Giuseppe Pelissa de Volpedo, qui m'a rappelé des souvenirs, ça c'est les tableaux, en fait, qui se trouvent au musée du Novecento, et qui étaient peints pendant une dizaine d'années. Et ça date de 1901, et que ces tableaux, en fait, ils se trouvaient chez mes parents. Et donc, tout de suite, ça réveille ce souvenir d'enfance, en fait. Et mes parents, ils avaient gardé une reproduction très bon marché et là, dans les salons principaux. Et j'imagine donc que peut-être ma tante qui habitait juste là, ça a pu être aussi une fenêtre par laquelle elle a décidé de partir, faire ses études et nous dire qu'elle partait en Italie à étudier. Donc, ce tableau aussi, c'est une porte d'entrée à tout ce parcours fantomatique, de toute une histoire de lutte, de toute une époque, parce que c'était les années 80 aussi. Ces tableaux nous renvoient à une autre époque. Et toute une histoire, voilà, des luttes aussi qui me mène en lien entre l'Équateur, l'histoire de l'Équateur aussi à ce moment-là, le moment de pleine démocratie, il est arrivé ce genre de choses, et aussi l'Italie et cette fiction en fait de ce personnage réel qui a devenu une autre personne, un fantôme. Voilà, je vais finir là. Ça va?